Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 157 si je ne m'abuse, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Tape des matières dans la description ou affiché sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. Première news, c'est une news qui dure depuis pas mal de temps en réalité aussi au niveau de TikTok. Ça a commencé il y a quelques semaines, voire même quelques mois en vrai. TikTok, je pense que vous connaissez tous, l'application qui vous permet de regarder des vidéos au format court, que ce soit des vidéos marrantes, des vidéos un peu de tout, mais c'est souvent des vidéos marrantes ou des vidéos en rapport avec la musique. Du coup, c'est une application qui est pas mal utilisée, hein. Franchement, c'est un peu le successeur spirituel de Vine, qui avait été très populaire à l'époque, et puis s'était fait racheter, et puis juste fermé, ce qui était fort dommage d'ailleurs, mais bon. Et du coup, il y a plus en plus de discussions sur le fait que TikTok devrait être banni, notamment en Europe ou aux États-Unis. Et il faut savoir que TikTok a déjà été banni en Inde, qui est un énorme marché pour eux. Et un autre truc qu'il faut savoir, c'est que TikTok, déjà, c'est la version internationale d'une application chinoise qui a un autre nom en Chine, je ne me souviens plus trop du nom. Donc, il y a deux versions qui existent de TikTok, hein, donc une version chinoise et une version internationale. Et du coup, le plus gros pays pour TikTok, après la Chine et la version chinoise, c'était l'Inde. C'était un énorme marché et du coup, le gouvernement indien a décidé de juste, voilà, totalement empêcher l'application d'exister en Inde. Et oui, le sujet est de plus en plus sur la table aussi pour la simple et bonne raison que des gens ont des craintes du fait que TikTok pourrait vous espionner, collecter des informations et les renvoyer vers la Chine. Alors, premier truc qu'il faut savoir, c'est oui, TikTok collecte des informations, surtout pour la pub certainement, quand vous l'installez sur votre téléphone. Je veux dire, c'est comme Facebook, il y a beaucoup de permissions qui est demandées par l'application, et forcément, oui, ils collectent des informations. Ils ont déjà été aussi pris la main dans le sac à vendre de ces informations, notamment des informations sur des enfants et tout ça qui utilisent l'application, à des trucs de pub et tout. Bon, c'était juste plus pour faire des pubs. Et YouTube aussi, tout ça a déjà été pris dans ce sens-là. Donc oui, il y a le fait que TikTok collecte des informations qu'il ne devrait certainement pas collecter, mais comme beaucoup d'autres applications. Maintenant, est-ce qu'il renvoie forcément ces informations vers la Chine? Il y a des études qui ont été faites de l'extérieur, donc ça ne garantit pas à 100% que ce n'est pas le cas, mais il y a des études qui ont été faites de l'extérieur où ils regardaient les serveurs de TikTok. Donc, encore une fois, TikTok, c'est la version internationale. Donc, ils ont des serveurs à Singapour et un autre pays, je ne sais plus lequel. Et donc, ils ont regardé où les informations, ou plutôt où le trafic de ces serveurs allait. Donc, ça a évidemment allé un peu partout dans le monde pour faire les relais et tout ça pour l'application. Mais il y a aussi regardé s'il n'y avait pas un énorme échange d'informations avec des serveurs en Chine. Ils n'en ont pas vu. Donc, ce qui montrerait qu'en tout cas, il n'envoie pas massivement des informations. Après, il pourrait toujours, et c'est pour ça que c'est pas garanti à 100%, il pourrait toujours passer par un autre pays, donc passer par l'Irlande, puis repasser par la Russie, puis hop, revenir en Chine. Il pourrait toujours faire ça, il faut le savoir. Mais dans les médias, il n'y a pas vraiment de preuves qui indiquent que TikTok enverrait toutes ces informations en Chine directement. Maintenant, la question se pose, c'est est-ce qu'il devrait être banni justement aux États-Unis ou même en Europe? En tant qu'Européen, c'est juste mon avis ici, mais en tant qu'Européen, moi ce que je vois c'est que on se fait avoir quoi qu'il arrive par le monde un petit peu entier. On utilise beaucoup d'applications et de sites américains qui font la même chose basiquement, collectent beaucoup d'informations, les gardent. Normalement, il faut savoir que en Europe, normalement, les informations des Européens doivent rester en Europe. Donc si Facebook a une version française ou autre chose, ce qui est le cas, les serveurs doivent être en Europe. Pas forcément en France, mais en Europe au moins. Il y a certains pays qui peuvent même requérir que ce soit dans leur territoire. Et selon moi, d'ailleurs, on devrait clairement faire en sorte que toutes les informations de chaque personne doivent être forcément stockées dans le pays même, ce qui déjà aidera à avoir les informations très proches, mais aussi permettrait un peu mieux contrôler. Mais bon. Et, mais il faut aussi savoir que, par exemple, les États-Unis peuvent demander des informations sur un utilisateur à un site ou une application américaine parce que c'est dans leur droit, il y a des lois américaines qui leur permettent de juste dire hey, donne-moi des informations là-dessus, hop, directement. Donc, en tant qu'Européen, encore une fois, je pense qu'on se fait un peu avoir par le reste du monde, on se fait espionner par les Américains, mais pas forcément espionner, mais plus on se fait collecter plein d'informations. Et je pense que c'est aussi le cas d'applications chinoises ou même certainement de téléphones chinois, comme le font aussi des téléphones avec Android dessus, parce que Android, c'est Google, donc c'est américain. Donc moi, dans ce cas-là, je suis en mode, ouais, on se fait certainement
espionner. Je suis pas en mode théorie du complot, espionnage et tout ça, mais plus en mode espionner. On se fait collecter beaucoup d'informations plus à des fins de pub ou vendre nos informations pour faire de la pub ou autre chose. Ça, c'est sûr et certain. Ça, je n'en doute même vraiment pas. Donc, est-ce que on devrait faire quelque chose là-dessus? Selon moi, oui. Après, c'est compliqué. Genre, la meilleure chose à faire, ce serait d'obliger toutes ces sociétés américaines et tout ça d'avoir en tout cas une version européenne, peut-être. Une version européenne de YouTube, une version européenne de je sais pas quoi, même une version dans le pays, chaque pays respectif, mais bon, là, ça devient compliqué, où toutes les informations, encore une fois, sont stockées en Europe et ne peuvent pas sortir l'Europe, par exemple. On pourrait les obliger à faire ça, mais on n'a pas la garantie non plus qu'ils suivront à 100% cette directive. Ou alors, tout simplement, on devrait avoir des vraies alternatives. On devrait avoir des entreprises qui ont été créées en Europe, qui font ce genre de choses, qui font des réseaux sociaux ou autre chose. Mais bon, là, c'est évidemment, vous ne pouvez pas dire aux gens, hey, arrêtez d'utiliser YouTube parce qu'ils nous espionnent, utilisez plutôt Dailymotion. Ouais, personne ne le ferait parce que Dailymotion est un petit peu. Voilà, c'est pas trop ça. Donc, ouais, au final, selon moi, bannir n'est pas forcément une solution. La vraie solution, ce serait de donner une alternative pour les citoyens européens. Mais après, vous n'avez pas la garantie que les entreprises jouent le jeu aussi. Donc, ouais, au final, c'est un peu compliqué. Que pensez-vous de ce sujet? Je trouve ça que c'est un sujet très intéressant, mais aussi un petit peu effrayant derrière de ce qu'il pourrait faire avec toutes ces informations. Ça fait aussi un parallèle, évidemment, avec le ban de Huawei sur les équipements 5G, ou même le ban de Huawei sur l'utilisation des technologies américaines qui font qu'ils ne peuvent plus avoir les services Google Play. C'est un petit peu dans la même veine, en quelque sorte. Ça continue aussi la guerre entre la Chine et les États-Unis, évidemment. Il y a aussi la guerre entre la Chine et l'Inde un petit peu là-dessus. C'est d'où vient ce ban d'ailleurs. Hein. C'est un petit peu pour faire la guerre. Je n'essaye d'ailleurs pas de défendre la Chine, je tiens à le préciser. Je dis juste que ouais, c'est un phénomène global et la Chine n'est pas juste le seul à jouer dans cette cour-là. Et on devrait juste faire attention globalement, pas juste pour un pays. Ensuite, second sujet, assez aussi important en réalité, c'est au niveau de tout ce qui est un petit peu tech et YouTube. Donc, le gros de l'histoire, c'est qu'il y a un petit YouTuber anglais qui a eu un très mauvais contact, on va dire, avec MSI, au point même que, donc, en gros, ils ont eu un exemplaire de test d'un ordinateur portable MSI et ils ont remarqué qu'il n'était pas très bon. Les performances n'étaient pas forcément très bonnes au niveau refroidissement et l'écran était mauvais. Du coup, c'est une review, ça doit être posté en l'état. Du coup, MSI n'était pas très content de cette review, MSI en tout cas Angleterre, ou même plutôt plus particulièrement, il faut savoir, le représentant MSI avec qui il était en contact n'était pas très content. Il a même proposé de payer pour rendre la review positive ou de juste le menacer de ne pas poster cette review, ou sinon il se fera attaquer en justice ou autre chose. Le petit reviewer n'a pas cédé sous la pression et la review a été postée et tout, il faut le savoir. Il y a même AMD qui a été impliqué dans l'histoire et AMD a rejeté la faute sur MSI et a dit au petit reviewer, oui, si l'ordi portable est mauvais et que vous avez trouvé qu'il était mauvais, c'est que vous avez probablement raison et c'est que MSI a mal fait son travail. Du coup, cette histoire arrive dans la lignée justement de beaucoup de trucs que vous ne voyez pas forcément en arrière-plan sur le fait que, oui, il y a les gros reviewers tech. Les gros reviewers tech, pour beaucoup, sont intouchables. Et même si une marque décide de ne plus envoyer d'exemplaires de test à un gros reviewer tech comme Linus Tech Tips ou autre chose, Linus Tech Tips peut juste acheter directement les produits et les tester quand même. Et trouver que si un produit est mauvais, faire une mauvaise review, dire dans la review que c'est juste mauvais, quoi. Mais il y a aussi le monde des petits reviewers tech, dont techniquement je fais partie, même si selon moi, je suis plus dans la classe moyenne, maintenant au niveau français. Mais il y a aussi la classe, comme j'ai dit, du coup, des petits reviewers tech qui, eux, bien souvent, font beaucoup de tests aussi, et des tests tout aussi importants que les gros youtubeurs tech, je dirais même plus importants parce que c'est souvent les petites chaînes tech qui testent aussi les produits moins flagship, ils testent pas les gros produits que tout le monde sont intéressés, mais aussi des petits produits que beaucoup de gens, au final, vont quand même acheter. Donc les ordinateurs portables moins chers, les cartes graphiques moins chères, ce genre de choses. Et c'est très important. Et du coup, eux, par contre, sont totalement exposés à ce genre de choses. Le fait que si une marque est en mode « Ouais, j'ai pas aimé ta review sur notre ordinateur portable parce que tu as dit qu'il était mauvais et qu'il était réellement mauvais, mais qu'on n'en est pas content, on t'envoiera plus d'exemplaires de test. » Et du coup, le petit reviewer tech n'a pas forcément le cash pour acheter un ordinateur portable derrière pour pouvoir tester. Un autre truc aussi qu'il faut savoir, c'est que les marques aussi n'envoient pas forcément des produits pour des exemplaires plutôt de produits qui ne sont pas flagship. Donc,
ils vont toujours envoyer leurs meilleurs produits, mais pas forcément les produits que les gens vont surtout acheter. Donc ça aussi, c'est un autre truc qu'il faut savoir. Et les petits youtubeurs tech sont un peu à la merci de ces boîtes, tout simplement, de ces entreprises. Donc, premier truc qu'il faut savoir par rapport à cette histoire, dans le cas d'MSI ici, c'est pas pour défendre MSI, mais je tiens à le préciser, c'est que MSI est une énorme entreprise, ils ont des services marketing et aussi PR, donc c'est le service qui gère avec la presse et aussi avec les youtubeurs, mais ils ont des services dans tous les pays, donc il y a MSI France, vous voyez, par exemple, il y a MSI Benelux, certainement, même MSI Belgique, peut-être, MSI Allemagne, et ils sont tous différents, ces services PR. Ils ont été engagés par des représentants dans chaque pays, et ils n'ont même pas forcément un contact entre eux, ou même un contact avec leur quartier général direct. Donc ça, il faut déjà le savoir. Donc dans ce cas-là, par rapport à la politique de MSI, c'est un employé qui a été beaucoup trop loin. Il n'a pas appliqué justement les prérequis de l'entreprise qui normalement ne sont pas justement de menacer ou d'offrir de payer quelqu'un. Donc c'est un employé qui a clairement été trop loin et qui a essayé de défendre un petit peu son truc. Parce que une chose qu'il faut savoir, c'est que ces employés ont quand même des résultats à donner. Hein. Ils ont un budget, ils ont un certain nombre de produits qui doivent faire la pub. Et du coup, leur but, c'est d'essayer d'avoir un maximum de bonnes reviews sur le web des produits qui sont responsables. Donc, ils en envoient en priorité à des youtubeurs qui savent que peut-être qu'ils vont avoir une meilleure review ou autre chose. Ou alors, bien souvent, c'est le cas, je peux vous le garantir, avec leur budget, ils essayent de prendre les meilleurs produits, les produits les plus intéressants, qui savent qu'ils sont bons et qu'il n'y a pas trop de risques là-dessus. Et du coup, s'ils ont trop de vidéos négatives sur les produits, peut-être que leurs patrons vont se dire qu'ils font un mauvais travail, tout simplement. Donc cet employé en particulier, clairement, a essayé de faire en sorte de traficoter ses résultats pour avoir que des trucs positifs. Alors, ça n'excuse quand même pas MSI, je tiens à le préciser, ça n'excuse clairement pas MSI. Son patron aurait dû vérifier un petit peu ce qu'il fait, il aurait dû être mieux formé là-dessus, et aussi, oui, plus de vérification aurait dû être fait pour voir que il ne fait pas ce genre de choses. Donc, si j'étais MSI, clairement, je virerais cet employé parce que c'est une faute très grave et je regarderais à tous les contacts qu'il a eu par le passé avec d'autres reviewers tech pour voir s'il a déjà pas fait ce coup-là. Maintenant, au niveau global, pas juste MSI. Est-ce que moi, personnellement, d'ailleurs, j'ai déjà eu ce genre de contact ou d'échange avec une marque qui m'a dit « Hey, ne sors pas cette vidéo parce que c'est négatif » ou retire cette vidéo que tu as sortie parce qu'elle est négative ou autre chose. Personnellement, j'ai jamais eu ça. De toutes les entreprises que j'étais en contact, que ce soit Amazon, Asus, MSI, Gigabyte, Intel, AMD, Nvidia et encore plus encore, je n'ai jamais eu une entreprise qui est venue me voir en mode « Ouais, retire cette review » ou « On n'a pas aimé cette review-là ». J'ai toujours eu des contacts très professionnels, souvent amicaux, avec à peu près toutes les marques, qui ont toujours compris que si j'aimais pas un produit que personnellement je trouvais qu'il y avait vraiment une faute avec le produit, ils trouvaient ça compréhensible et ils n'avaient aucun problème avec ça. Et évidemment, ils auraient peut-être préféré que j'en parle pas de l'aspect négatif, mais ils comprenaient pourquoi j'en ai parlé. Donc personnellement, je n'ai jamais eu le cas. J'ai même, je dirais même, la chance de n'avoir jamais eu le cas. Maintenant, si j'avais le cas, je tiens à le préciser de mon côté, je m'en fiche de ce que dit la marque. Si je trouve qu'il y a un problème avec un produit, j'en parlerai. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si même je fais une vidéo sponsorisée sur un produit qui est mauvais, je ne ferai pas la vidéo sponsorisée. Je dirai à la marque, non, je veux bien faire une vidéo sponsorisée, mais sur un autre produit, parce que celui-là, il est juste mauvais. Je teste toujours tous les produits, même sponsorisés, avant de faire une vidéo même sponsorisée, pour la simple et bonne raison que, même si c'est sponsorisé, je ne veux pas parler d'un mauvais produit. Et pour les produits que je teste vraiment, donc non sponsorisés, alors là, oui, je les teste pleinement. Et si je trouve une faute avec le produit, ne vous inquiétez pas que je vous le dirai. Et si la marque n'est pas contente, s'ils décident de ne plus m'envoyer d'exemplaires de test, tant pis, m'en fiche, moi, personnellement. Il y a d'autres marques qui existent, je parlerai d'autres produits. Évidemment, ça soulève le problème que, encore une fois, si moi je reçois plus les produits d'une marque parce qu'ils n'ont pas aimé ma review, parce que j'ai parlé des aspects négatifs, ils pourraient juste envoyer des produits à des youtubeurs qui vont toujours dire que c'est génial, et du coup vous n'êtes pas au courant que c'est pas des bons produits. Ouais, ça peut être un problème.
Après, heureusement, il y a beaucoup de youtubeurs beaucoup plus grands et de youtubeurs tech anglais qui testent pas mal de trucs et qui découvrent ce genre de failles. Et j'essaie de toujours les report en général. Mais ouais, ça peut être un problème quand même. Maintenant, au niveau global, justement pour continuer là-dessus, est-ce que d'autres reviewers ont déjà été menacés? Oui, certainement. Comme l'indique Hardware Unbox dans cette vidéo, il y a déjà eu des menaces, ils ont déjà eu des menaces ou ils ont déjà été bannis ou ignorés par des marques parce qu'ils avaient sorti des vidéos sur des produits qui étaient mauvais et ils avaient dit qu'ils étaient mauvais. Donc ça existe sur le marché et ça a déjà été fait par le passé et ça continuera certainement dans le futur. Et c'est évidemment pas du tout OK ce genre de choses. Il faut aussi parler de l'autre côté du truc, hein, parce qu'il y a quand même l'autre côté. Hein. Il faut parler aussi des youtubeurs tech qui font exprès d'exploiter ça, peut-être, qui, vous voyez, peut-être demandent de l'argent auprès d'une marque pour parler positivement d'un produit parce qu'ils savent qu'il est mauvais et que si vous ne payez pas, je vais dire tous les côtés mauvais. Et il y a certainement aussi l'autre côté de la pièce. Il ne faut pas être en mode « Oh, les youtubeurs se font martyriser par les marques ». Non, il doit y avoir des mauvais youtubeurs qui exploitent ça aussi à leur avantage et qui exploitent des très bonnes marques qui sont très respectueuses, qui essayent vraiment de faire un bon produit. Donc ouais, ça doit exister. Et ça existe même à coup sûr à 100%. Et je dois bien même vous avouer que j'ai déjà vu des youtubeurs, pas au niveau français, ça, je connais pas beaucoup de youtubeurs tech français, mais au niveau anglais, j'ai déjà remarqué des youtubeurs où genre ça se voit à 3 km que ils font un petit peu exprès d'ignorer certains aspects négatifs pour être bien avec les marques. Vous voyez, en mode, ouais, vous voyez, je vais pas dire des trucs négatifs, donc vous m'enverrez tous les derniers trucs, quoi, à la mode. Enfin bref. Maintenant, il y avait aussi un autre sujet que Hardware Unbox a parlé, et je tenais à le préciser parce que je trouvais ça... j'avais suivi pas mal ce truc en vrai, mais c'est au niveau d'un ordinateur portable aussi Asus, qui était, pour info, c'était le TUF Gaming A15. Donc c'est un ordinateur portable pour information avec un processeur AMD Ryzen. C'est un petit peu... Vous avez le G14 que vous avez vu partout en test, que j'ai pu tester par moi-même. D'ailleurs, il y a une vidéo qui arrivera là-dessus et il est vraiment bon. Et vous avez le A15, donc le TUF A15, qui lui est une version plus cheap. Hein. C'est une version plus ordinateur portable gaming normal. 15 pouces, construction principalement en plastique, mais quand même des bonnes specs et un prix contenu. Et dans leur test Hardware Unbox, on trouvait que il n'était pas très bon. L'écran était de mauvaise qualité et le refroidissement était mauvais aussi. Ce qui ressemble un peu à ce qui arrive à MSI d'ailleurs. Et du coup, ils ont clairement reporté ça dans leur vidéo et ils ont même fait une vidéo où, après avoir été en contact avec Asus, où Asus a se dit non, il n'y a aucun problème, ils ont fait juste une petite modification sur l'ordi. Ils ont utilisé une Dremel pour juste faire des trous supplémentaires parce qu'ils ont remarqué qu'en fait, il n'y avait pas des trous directement accessibles pour le ventilateur du processeur, et ce qui faisait que l'air devait venir de plus loin. Alors, c'est une technique très utilisée dans les ordinateurs portables pour forcer l'air à passer au-dessus d'autres composants, il faut le savoir, par exemple les SSD, le chipset ou autre chose. Donc, ça permet de refroidir d'autres composants en utilisant le ventilateur du processeur. Donc, c'est pas juste un mauvais design, il y a un design précis derrière. Mais dans ce cas-là, dans le cas du Gaming A15, ça limitait les performances réellement. Donc, ils ont testé, ils ont prouvé que, oui, ça améliorait les performances de rajouter des trous directement devant le ventilateur. Et au final, ça n'augmentait même pas beaucoup plus la température, par exemple, du SSD. Et ils ont même trouvé que mettre le SSD dans un autre slot SSD, il y en a 2 dans l'ordi portable, donnait des bien meilleures températures que dans le premier slot, même avec les trous fermés. Donc, ils ont montré que, ouais, ça aurait pu être mieux designé. Dans cette vidéo-là, qui a un petit peu parlé de tout ça, ils ont précisé que, apparemment, Asus n'était pas content, évidemment, de leur vidéo et les a même un petit peu menacés, justement. Donc, ouais, c'était assez décevant, selon moi, parce que vous avez un reviewer qui... Alors, il y a le truc, c'est que vous avez un reviewer qui trouve un problème avec votre produit, mais le truc, c'est qu'Asus aussi était en mode « Ouais, votre méthodologie de test n'était pas bonne. » Ou vous ne tenez pas compte que il faut refroidir, justement, comme j'ai dit, le SSD, tout ça. Mais clairement, il y avait un problème avec cet ordi. Par exemple, l'écran était mauvais. Et ça, Asus peut pas être en mode « Ouais, mais c'est... Non, il n'y a aucune justification. Si l'écran est mauvais, il est mauvais. Les couleurs sont mauvaises, il a des mauvais taux de réponse, il est juste mauvais. » Donc ouais, il y a évidemment des critiques faites sur la méthodologie de test. Et personnellement, moi, quand je teste un produit et que je trouve un problème, j'essaie de voir si ma méthodologie de test est bonne. J'essaie de voir si j'ai pas mal testé.
Et je refais mon test plusieurs fois et je confirme aussi que ma méthodologie était bonne. Donc, en général, on essaie de s'assurer qu'on teste correctement, mais on n'est pas à l'abri, évidemment, d'une faute. Mais ici, dans ce cas-là, selon moi, il n'y a pas vraiment de faute de la part de Hardware Unbox parce que leurs tests sont plutôt bons, surtout au niveau des écrans. Ils ont des tests très complets au niveau des écrans où ils testent beaucoup d'aspects et s'ils considèrent qu'un écran est mauvais, c'est qu'il est réellement mauvais. Donc, j'étais un peu déçu de voir Asus justement menacé derrière, mais bon. Il faut savoir encore une fois que il me semble que c'est Asus Taïwan directement qui sont en contact. Donc ça ne concerne pas forcément Asus des autres pays. Mais c'est quand même décevant de voir que des produits continuent d'être designés pour au final, selon certains gens, bon ça c'est juste des théories, mais il y a le truc, c'est des fois certains produits d'entrée de gamme sont mal designés pour mettre en avant les produits de milieu de gamme ou haut de gamme par exemple, ça arrive. Donc ça pourrait être le cas, mais bon. Ok, alors on change totalement de registre au niveau news maintenant. On repasse à des news plus normales, hein, on peut le dire. Android 10 serait l'update Android la plus rapidement adoptée par les utilisateurs. Donc, apparemment, 16% des téléphones Android, ou plutôt des utilisateurs Android, seraient sur Android 10 en seulement 10 mois. Bon, c'est pas aussi bon qu'iOS, ça c'est sûr, mais pour le cas d'Android, c'est vraiment très bon. Pour la simple et bonne raison que je vous rappelle qu'il y a beaucoup de constructeurs différents, donc c'est cool de voir que les constructeurs prennent plus les responsabilités en main pour mettre à jour les utilisateurs vers Android 10. Donc voyez un petit peu les stats d'ailleurs, par exemple Android Pie, eux c'était, vous avez le nombre de millions, oui c'est en millions, donc après 28 jours, le nombre de millions d'utilisateurs actifs sur cette version, et vu qu'Android 10 a été assez bonne par rapport à la plupart des autres versions. Alors, faut quand même pas oublier aussi qu'Android 10 est une plus petite mise à jour. Google a essayé de simplifier les mises à jour pour qu'elles soient plus rapides et tout ça. Et il y a une nouvelle vidéo de HippoSvox, un très bon youtubeur. Donc, ils ont essayé de simplifier les mises à jour pour qu'elles sortent plus vite et tout ça. Ils font quand même des grosses mises à jour aussi derrière au niveau du système pour essayer de rendre... Parce que Android est basé sous Linux, évidemment. Et l'une des forces de Linux, c'est que vous pouvez remplacer n'importe quel aspect de Linux sans même rebooter votre PC, en fait. Vous pouvez juste changer tout le système qui gère le réseau, et puis, ouais, ça marche, quoi. Bon, des fois, reboot aide quand même, ça va un petit peu plus vite. Mais du coup, ils essaient de retourner vers ce système-là, parce que Android, bien souvent, vous voulez mettre un jour Android, vous devez flasher l'entièreté de la ROM du téléphone, quoi. Donc, c'est comme si vous devez, à chaque mise à jour Windows, imaginez, vous devez réinstaller limite entièrement Windows. Bon, c'est pas vraiment le cas, mais c'est des grosses mises à jour, quoi. Donc, c'est déjà le cas hein, depuis Android 10, notamment et même 9, si je me souviens bien, où certaines mises à jour critiques sont faites via Google Play directement. Et requièrent même des fois un redémarrage du téléphone. Et avec les prochaines versions, normalement, d'Android, ça va continuer dans cette lignée-là d'être en mode, hey, les constructeurs, Samsung et tout ça, peuvent faire des mises à jour cosmétiques, mais les mises à jour de sécurité, par exemple, ou les mises à jour très importantes, sont faites directement par Google via Google Play ou autre chose, et elles sont faites le plus vite possible. Donc, ça, c'est quelque chose qu'ils essayent de mettre en place. Mais bon, une chose est sûre, j'aimerais voir encore plus de marques, évidemment, mettre à jour leur téléphone et ne pas faire comme certaines marques d'être en mode « Ah, on a sorti notre téléphone voilà un an ». Mais il n'existe plus, on ne fera plus jamais de mise à jour. Il devrait y avoir une loi, selon moi, même en Europe, qui requiert au minimum des mises à jour pendant 2 ans. Je pense, parce que l'électronique en Europe, pour info, a une garantie de 2 ans. Donc, vous devriez avoir une garantie d'avoir des mises à jour pendant 2 ans, en tout cas au niveau d'Android. Donc, si votre téléphone a 2 ans, vous avez la dernière version d'Android quand elle sort, même si ça prend un petit peu de temps, des semaines ou autre chose. Et pour les mises à jour de sécurité, ça devrait même aller encore plus loin. Selon moi, ça devrait même aller plus loin que la garantie de 2 ans. Ça devrait peut-être aller jusqu'à 4, 5 ans peut-être. Parce que le truc, c'est que ne pas faire ces mises à jour rend ces téléphones plus vite obsolètes. C'est une technique un petit peu aussi pour rendre les nouveaux téléphones plus intéressants. Parce que si les smartphones qui étaient sortis en 2015, 2016, 2017, bon, on va dire plutôt 2017, 2018, avaient Android 10, beaucoup de gens les achèteraient certainement, hein. Franchement, c'est un peu le cas des iPhones. Hein. Beaucoup de gens achètent des vieux iPhones parce qu'ils savent qu'ils ont la dernière mise à jour et que le téléphone fonctionne aussi bien qu'il devrait, en tout cas, et qu'il est à jour et qu'il y a tout ce qu'il faut, quoi. Donc, ouais, il devrait y avoir des lois européennes là-dessus, certainement. Après, évidemment,
chacun son choix, enfin chacun son avis sur les régulations et tout ça, mais bon, une chose est sûre que c'est pas les marques qui vont le faire d'eux-mêmes, il faut des fois un petit peu les pousser derrière, notamment un petit peu comme quand l'Europe a régularisé les chargeurs et a obligé toutes les marques à utiliser le micro USB voilà pas mal d'années, et que du coup grâce à ça on avait, au lieu d'avoir 300 000 chargeurs, hein, je sais pas si vous vous souvenez, mais les chargeurs Samsung qui étaient tout longs, vous avez les chargeurs de certaines marques, c'était juste comme des ordinateurs portables, donc c'était juste un truc rond, c'était n'importe quoi. Donc yep, si on pouvait avoir un petit peu plus d'obligations au niveau des marques et aussi de petites obligations sur la réparabilité des appareils, ce serait bien aussi. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Ensuite, on passe à des news plus hardware. La DDR5 commence à arriver. Il y a eu des spécifications qui ont été postées, tout ça. Vous avez aussi une press release ici de Micron qui montre justement un petit peu de la DDR5 en action. Donc la DDR5 devra arriver pour info, pas tout de suite. Hein. Vous ne l'aurez pas sur les prochains processeurs Ryzen. Vous les aurez certainement sur des cartes mères à partir peut-être de 2021, si tout va bien. Donc ouais, ça va arriver, mais c'est pas tout à fait là. Donc pour ceux qui se diraient, est-ce que je dois attendre? Non. Si vous devez commander un PC, commandez-le maintenant. La DDR5 va pas arriver assez vite pour que justifier d'attendre. Maintenant, évidemment, en 2021, ça va être un autre sujet et ça va être un petit peu la discussion à chaque fois. Après, selon moi, oui, la DDR5 sera meilleure que la DDR4, mais il faut savoir que quand une nouvelle norme de RAM sort, elle n'est pas incroyablement meilleure tout de suite. Quand la DDR4 est sortie, pour information, la DDR3 pouvait atteindre les 2400 MHz sans aucun problème. Et quand la DDR4 est sortie, elle était à 2133 MHz, je crois. Même il y avait des barrettes de RAM DDR4 à 1800 MHz. Donc vous voyez que au final, vous pourriez vous dire, waouh, ça va être bien meilleur d'un coup. Ouais, non, bien souvent, c'est quand même un peu meilleur. Mais il faut quelques années pour que ça devienne vraiment meilleur. Donc là, maintenant, la DDR4, elle est à 4000 MHz. Il y a même des kits qui sortent à 5000 MHz. Mais quand la DDR5 va sortir, à mon avis, vous allez voir de la RAM à 2900 MHz certainement. Ouais, ce serait le plus probable. 3000 MHz, quelque chose comme ça. Et puis après, petit à petit, ils vont sortir des kits à 4000, 5000, peut-être même 6000 ou même 7000 MHz. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Une chose est sûre, ça arrive. C'est intéressant. Mais n'en tenez pas trop compte pour le moment. Maintenant, une autre news au niveau Intel, ils ont 2 processeurs qui pourraient arriver. Est-ce que j'avais déjà parlé? J'ai comme l'impression que j'avais déjà parlé de ce 10850K, mais je crois pas. Le 10850K qui du coup est un 10900K, littéralement avec 100 MHz en moins, mais toujours le même nombre de cœurs, toujours overclockable et tout ça. Donc plutôt intéressant. Et il sortira un petit peu moins cher. Alors, pas incroyablement moins cher, hein, soyons honnêtes. Alors, il y a des prix qui sont annoncés là, mais ne tenez pas compte des prix. Honnêtement, c'est beaucoup trop tôt. La rumeur serait qu'il serait vendu genre 50 $ moins cher, donc c'est certainement 50 € moins cher. Le 10900K, pour information, son prix annoncé est de 488 $, mais même aux États-Unis, il n'est pas à 488 $, donc tenez-en compte. Notamment en Europe, il est à 600 €. Il est surtout pas en stock, mais bon. Donc là, vous pourriez le voir, oui, à 550 € certainement, ce 10850K. Mais il pourrait être plutôt intéressant. Et je pense, c'est fort probable que ce processeur existe pour la simple et bonne raison que c'est, encore une fois, c'est la petite guéguerre AMD Intel, c'est pour couper l'herbe sous le pied de AMD aussi, est en mode, hey, ok, vous avez sorti une version XT de votre processeur, vous avez baissé le prix du 3900X, eh bien on va sortir nous un 10850K qui coûte moins cher, mais qui est presque aussi performant au final que le 10900K. Mais à côté de ça, Intel peut toujours vendre des 10900K, parce qu'il y a des gens qui vont être en mode, ouais, je m'en fiche que, ouais, il coûte peut-être 50 € moins cher, et il est pratiquement aussi performant, mais moi je veux le best du best, je vais prendre le 10900K. Il y a des gens qui feront toujours ça, vous voyez. Donc, ouais, ça ne m'étonnerait même pas qu'ils continuent de vendre quand même beaucoup de 10900K, malgré que ce 10850K pourrait être très intéressant. Il y a aussi le fait que, tout simplement, Intel pourrait avoir très peu de stock de ce processeur. Il existe juste pour justifier qu'Intel offre de la concurrence à AMD sur ce segment-là de prix, mais au final, il n'y a jamais de stock et au final, c'est pas vraiment le cas. C'est déjà arrivé par le passé, hein, pour information, que des processeurs ou même n'importe quoi en électronique existe des fois pour juste justifier un petit peu ou donner l'impression qu'ils font de la concurrence, mais au final, il n'est jamais en stock ou il y a très peu de stock disponible et celui qui vend le plus, c'est le modèle au-dessus qui coûte plus cher. Donc on verra bien. Ce processeur est quand même intéressant selon moi. Ça pourrait être une bonne solution pour ceux, comme j'ai dit, qui surtout veulent overclocker mais qui veulent les 10 cœurs. Après, si vraiment vous êtes overclocker,
le 10600KF ou le 10600K serait clairement votre choix. Je tiens à le repréciser encore parce qu'ils sont vraiment bons pour ça. Si vous êtes prêt à mettre les mains un petit peu dedans et à l'overclocker, vous aurez pratiquement les mêmes performances qu'un 10900K, en tout cas dans les jeux vidéo, pour beaucoup moins cher. Et aussi, tenez compte, c'est toujours le truc que je tiens à préciser aux gens, mais avec ce 10850K, s'il est vraiment disponible et tout, si même il est juste 50 € moins cher, c'est 50 €, c'est 50 € que vous pouvez mettre dans de la meilleure RAM, dans une meilleure carte graphique. Et ça fera plus la différence. Donc ouais, il faut tenir compte de tout ça. Il y avait aussi d'autres processeurs qui étaient annoncés. Vous avez un Celeron et deux Celeron en vrai. Donc c'est des tout plus petits processeurs de chez Intel qui sont des 2 cœurs, 2 threads pour information. Donc vous avez le 5925. Donc c'est ceux qui seront les moins chers. Ils pourraient être intéressants. Donc là, l'avantage ici, c'est que surtout le 5925 est un nouveau processeur du coup par rapport à ceux qui étaient déjà annoncés, qui aura une meilleure fréquence, 3,6 GHz. Donc il pourrait être intéressant pour quelqu'un qui fait un vraiment petit PC, mais ouais, je ne compterai pas trop là-dessus. Dans tous les cas, il faudra voir ce que ça donne réellement au niveau prix et disponibilité. Maintenant, on a une autre news au niveau de Threadripper Pro. Hein. On avait une news la semaine dernière où comme quoi il y aurait des Threadripper Pro qui pourraient arriver. C'est confirmé, les Threadripper Pro sont officiels. C'est une gamme du coup plus professionnelle des Threadripper, mais du coup pas au niveau des Epic qui sont totalement certifiés pour tourner dans des serveurs pendant des mois d'affilée ou autre chose. Non, là c'est plus pour des workstations, donc l'équivalent d'un Mac Pro ou autre chose, hein, ou des workstations pour faire de l'édition ou ce genre de choses, du rendu 3D. Mais ici, ce n'est pas des processeurs d'ailleurs que vous pourrez acheter directement sur le marché. Vous les achèterez plutôt à travers des revendeurs dans des PC préconfigurés. Donc notamment, il y a Lenovo qui a beaucoup travaillé avec AMD ici, qui a des workstations préconfigurées avec ça. Je ne sais pas s'ils ont mis des images, s'il y en a un petit peu ici, vous les voyez ici, des ThinkStation, voilà. Mais en gros, vous achetez un PC tout fait. Mais le but ici, et c'est un petit peu un sujet qu'il faut quand même aborder, c'est que Threadripper offre des très bonnes performances, offre beaucoup de fonctionnalités, mais avec quand même quelques petits problèmes par-ci par-là. Notamment, il y avait Linus Tech Tips qui avait testé comme quoi, ouais, il y a beaucoup de lignes PCI Express, mais quand vous les utilisez toutes pour du stockage, par exemple, vous avez le processeur qui est juste en mode je suis surchargé, ou il y a des bugs bizarres des fois où c'était pas pleinement utilisé. Donc en gros, c'était pas non plus parfait. Et du coup ici, le but avec cette gamme Pro de Threadripper, c'est Lenovo ils prennent les processeurs et ils les certifient. Ils s'assurent que tout va bien. Et s'ils trouvent un problème, ils voient avec AMD, ils le règlent. Et en gros, la workstation que vous avez, le PC que vous achetez, vous êtes sûr qu'il fonctionnera parfaitement pour une tâche en particulier qu'il a été designé pour, ou juste parfaitement pour tout ce que ses spécifications. Donc, s'il a beaucoup de cœurs, vous pourrez vraiment les utiliser. S'il a beaucoup de lignes PC Express, vous pourrez vraiment les utiliser. Donc ouais, c'est le but ici derrière. Selon moi, c'est une bonne chose à faire. Il faut savoir que AMD sort des très bons processeurs maintenant depuis pas mal d'années. Bon, avec Ryzen, hein, ils sortaient des processeurs qui étaient intéressants avant, mais soyons honnêtes, c'est avec Ryzen qu'ils ont repris du poil de la bête. Mais un des problèmes qu'ils avaient, c'était justement pénétrer le marché professionnel. Et c'est un marché qui fait beaucoup d'argent, vous devez bien vous en douter. Hein. Nous, on achète des PC gamers, allez, 800, 1000 €. 1500 € peut-être, et 2000 € pour les plus fous. Les workstations professionnelles, c'est 2000 € de base. 3000, 4000, 5000, 10 000 € facile. Il y a beaucoup d'argent là-dedans. Donc ici, le but, c'est offrir vraiment au final, faire quelque chose qu'ils auraient pu faire eux-mêmes, mais certifier vraiment que tout fonctionne parfaitement et offrir des PC qui sont... Voilà, vous le recevez, vous le branchez et ça y va, quoi. Et pour les professionnels, c'est très important, ça. Ça permet aussi à AMD de sécuriser justement un marché, ou plutôt des marques qui sont déjà bien implémentées dans le marché. Donc par exemple, s'ils font un partenariat avec ces Threadripper Pro avec Dell, ils profitent de tous les clients Dell qui achètent toujours des processeurs des ordinateurs chez Dell et qui s'en fichent de savoir quel est le dernier processeur le plus puissant. Eux, ils sont en mode, on veut une workstation pour 3000 €, la plus puissante pour 3000 €, point. Donc, du coup, ouais, assez intéressant. C'est pas pour tout le monde, hein, ça vous concerne pas, ça me concerne même pas. Moi, j'aurais aucune utilité d'un de ces ordinateurs, je vais être très honnête.
Mais c'est quand même intéressant de voir justement AMD être un peu plus sérieux là-dessus et voir aussi plus de marques prendre vraiment au sérieux AMD et faire en sorte qu'il y a une vraie concurrence maintenant et offrir plus d'options aussi pour les gens, surtout dans le domaine professionnel. Et enfin, une petite dernière news. Est-ce que vous en aviez pas assez de GTX 1650? Si vous étiez en mode, il y en a déjà 3 qui existent, j'en veux une 4e. Eh bien, Nvidia est là pour vous. Donc, après la GTX, donc on a la GTX 1650. On a la GTX 1650 Super, mais elle n'a rien à voir, on la met de côté. Vous avez donc la 1650 de base. Vous avez une 1650 avec de la GDDR6. Vous avez la 1650 qu'on a parlé Ultra ou je ne sais quoi, qui du coup serait un GPU d'une RTX 2060 remis en plus petit, genre castré et tout ça pour donner une 1650. Ça d'ailleurs apparemment ce serait une carte seulement pour le marché chinois apparemment, donc voilà. Mais du coup on en a une 4e, oui, une GTX 1650 avec un GDDR6, mais qui serait un dérivé des GTX 1660. Yep, ça devient vraiment compliqué. Donc, en gros, ce serait une version castrée, encore une fois, des 1660 pour donner une 1650. Simple et efficace. Mais la question qui se pose, et la raison pour laquelle je parle de cette carte, c'est si elle sort en Europe, elle pourrait être très intéressante pour le streaming, parce que les GTX 1660 utilisent le nouvel encodeur NVIDIA. Et j'en ai déjà parlé par le passé. Le truc, c'est que la 1650 pourrait avoir un intérêt si elle avait ce nouvel encodeur NVIDIA, parce que pour le streaming, pour enregistrer des vidéos, c'est très très bon, quoi. Il est vraiment bon, cet encodeur. Et par exemple, la 1650 Super utilise déjà ce GPU avec le meilleur encodeur. Donc vous voyez, c'est le TU 1000, le TU 116, mais c'est le GPU qui est utilisé aussi pour information dans les GTX 1660 et 1660 Super et même 1660 Ti, si je me souviens bien. Donc c'est pour ça qu'il avait aussi ce meilleur encodeur NVIDIA. Maintenant, cette GTX 1650, cette nouvelle, comme vous pouvez voir, utilise vraiment ce TU 116, c'est compliqué avec ces noms, utilise aussi ce TU 116. Donc on pourrait voir aussi cette partie encodage aussi présente. Donc ouais, j'espère que ce sera le cas, mais qu'on aura aussi la bonne consommation. C'est ça aussi le truc, c'est que la 1650 Super est intéressante, mais elle consomme 100 watts, ce qui des fois ça requiert toujours un truc PCI Express en plus. Donc ça consomme un petit peu plus. Moi, j'aimerais bien voir la plus petite carte graphique possible NVIDIA, mais avec ce bon encodeur NVIDIA, parce que franchement, je vous le dis, il est vraiment pratique. Vous pouvez, si on peut avoir une carte graphique la moins chère possible, vous prenez votre ancien PC, vous mettez juste cette carte graphique dedans, et vous pouvez encoder votre stream, enregistrer des vidéos en mode dual PC pour vraiment pas cher. C'est très intéressant. J'ai une vidéo qui arrivera sur ça d'ailleurs. Mais bon, dans tous les cas, on verra bien ce que ça donnera si elle est disponible en Europe. Par contre, je ne félicite pas le fait de Nvidia que maintenant c'est encore plus confus. Hein. Selon moi, ce qu'ils devraient juste faire, c'est ils retirent l'existence de la 1650 originale, juste elle n'existe plus. La version GDDR6 n'existe plus, et puis ils font juste cette version-là, comme ça c'est simple et efficace avec le TU 116, et comme ça tout le monde est sûr d'avoir ce qu'ils veulent. Mais bon, c'est clair que dans ce sens-là, pour le consommateur, c'est compliqué. Je reviens là-dessus encore une fois, j'avais dit avec la GTX 1650 Ultra, c'est compliqué pour quelqu'un de savoir qui est quoi et quelle carte est quoi, et ça fait un peu chier. Mais je suis quand même intéressé pour ce sens-là, comme j'ai dit, pour cet encodeur. Du coup, c'était à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour un prochain Texamash et je vous dis salut à tous.